Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. La période estivale s'en vient. On se cherche des activités à faire avec nos enfants en particulier. Je pense que cet endroit, l'entrevue qui s'en vient va vous intéresser parce qu'on va parler du musée du Fort Saint-Jean. Il y a des activités pour tous les goûts. Et pour nous en parler, on a le conservateur du musée, M. Marc-Antoine Lettre. M. Lettre, bonjour. Bonjour, M. Tremblay. Je ne me trompe pas si je dis qu'il y a des activités pour tous les goûts et pour tous les âges au musée, hein? Exactement. Bien, la vocation du musée, c'est d'inviter tout le monde à venir visiter, donc que ce soit la clientèle militaire, mais aussi la clientèle familiale qui s'intéresse à l'histoire puis à la culture militaire. Bon. Je disais que vous étiez conservateur du musée. Peut-être nous parler d'abord du rôle. Du rôle du conservateur. Bien, le conservateur du musée, c'est un peu de tout, je dirais. Donc, à la fois, là, je m'occupe du musée côté administratif avec un comité, mais également, je m'occupe de toute la collection d'artefacts et d'objets historiques, donc des objets militaires, des équipements, des véhicules démilitarisés, entre autres. Donc, c'est de vraiment s'occuper de cette collection-là pour qu'elle soit bien entreposée dans les normes muséales de conservation et bien sûr inventoriée, donc qu'on soit capable après ça de se référer à des documents pour trouver, lorsqu'on cherche quelque chose de très spécifique, là, parce qu'on a une immense collection archéologique. Oui. Quand vous parlez donc, de cette collection-là, il y a combien d'objets que les gens peuvent voir en se présentant au musée? Dans l'exposition, on a une exposition permanente et une exposition temporaire. Je dirais qu'on a peut-être plus d'environ 400 artefacts d'exposés. Et je dirais que c'est vraiment la pointe de l'iceberg de la collection, là, parce que là, on en compte des dizaines de milliers. Bon. Évidemment, ça le dit, c'est le musée du Fort Saint-Jean. Donc, le fort, on le sait, a une importance ici. Peut-être nous parler justement de l'histoire, de l'importance du fort dans l'histoire de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bien, en fait, le fort Saint-Jean, c'est 350 d'histoire militaire continue. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a, en fait, en 1666, une première occupation française, le régiment Carignan-Sallières, entre autres, qui va installer un fort, donc ce qu'on appelle le premier fort. Donc, c'était vraiment une palissade de bois. Il reste peu de vestiges qu'on est capable, les archéologues, de répertorier, mais on a plusieurs plans et on a aussi la superposition par rapport au deuxième fort qui va être en 1748. Et ce fort-là, en fait, va vraiment être construit parce que, bon, c'est la guerre de 7 ans qui approche. Donc là, on se prépare ici dans la rivière Richelieu à protéger là, toute la rivière Richelieu et bien sûr la mer Champlain au bout. Oui, c'est ça. Donc, lorsqu'on va au musée, donc vous l'avez mentionné, il y a des artefacts, il y a des camions militaires, tout ce qui servait à l'époque. Est-ce que c'est aussi documenté, par exemple? Les gens vont voir les artefacts, mais j'imagine qu'il y a des explications. Les gens vont pouvoir connaître vraiment l'origine de chacun des objets qu'il y a au musée? Oui, absolument. Là, il y a eu toute une équipe d'archéologues, d'historiens qui ont travaillé à rendre l'exposition la plus éducative possible. Donc, il y a vraiment beaucoup d'artefacts. Certains ont de l'information relative à la période qu'ils concernent. On a bien sûr des panneaux d'exposition classiques, mais aussi des équipements multimédia, tels que des télés interactives, où on peut voir avec des modélisations 3D à quoi ressemblait le fort dans le temps justement de l'invasion américaine, qu'on a fêté les 250 ans. Exactement. Oui. Donc, c'est ça, on a beaucoup d'équipements multimédia aussi qui permettent de voir ces reconstitutions-là. Bon. Je sais que vous êtes conservateur, donc vous aimez pas mal tout ce qu'il y a dans le musée, mais s'il y avait certaines choses, certains aspects dans le musée là, qui vous tient particulièrement à cœur et qui intéresseraient particulièrement là, la clientèle, ce serait quoi un centre d'intérêt du musée? Je dirais que c'est la période vraiment variée à laquelle on couvre. J'ai dit 250 ans parce que autant qu'il y a des artefacts de la période française que britannique, mais aussi un peu plus moderne. Donc, on est aussi aujourd'hui le Collège militaire royal, mais anciennement, c'était une base militaire canadienne. Donc, on vient vraiment répertorier, même avec des photos en noir et blanc, là, les tout débuts de cette occupation par l'armée canadienne vers la fin du 19e siècle. Donc, vraiment, là, on a autant des objets technologiques, parce qu'on parle un peu des guerres modernes, la Première Guerre, Deuxième Guerre. Par exemple, la Première Guerre, on a un masque à gaz. C'est quand même quelque chose d'assez spécial de voir, là. Donc, c'est vraiment le fun de pouvoir voir la variété d'artefacts qu'on a, autant des artefacts qui ont été trouvés en milieu archéologique sous terre, que des objets qui ont été
même des prises de guerre qui ont été ramenées par l'armée canadienne, comme par exemple, on a un canon allemand de la Première Guerre mondiale exposé à l'extérieur. Donc, c'est vraiment des modèles qui sont uniques ici parce que ça a été ramené par les forces armées. Oui, c'est ça. Donc, on parle quand même d'un musée qui relate l'histoire, mais est-ce qu'il y a encore des objets qui vous sont donnés, des artefacts ou des objets là, récents que vous recevez, que vous ajoutez à la collection? Oui. Puis je classifie toujours artefacts, vraiment contexte archéologique, trouvé sur Terre, et artefacts ou qu'on pourrait appeler objets historiques. Moi, je les appelle objets historiques parce qu'ils n'ont pas été trouvés par des archéologues. On en reçoit parce que parfois, il y a encore là, des fouilles archéologiques préventives. Donc, par exemple, là, on a une construction sur le site, une rénovation. Il y a des archéologues qui surveillent et qui vont retirer des artefacts vraiment par vertu préventif. Bien, ces boîtes-là vont nous revenir. Fait que ça nous fait des artefacts de plus. Et également, là, certaines personnes nous contactent par courriel, par téléphone. On a aussi beaucoup, bien sûr, une clientèle militaire. Donc, par exemple, les anciens du collège qui peuvent aussi nous léguer leurs objets. C'est vraiment un vaste public qui veulent nous confier leurs objets. Bon, parfait. J'imagine que ça intéresse la clientèle scolaire. Vous devez faire beaucoup de sorties scolaires. Comment les enfants réagissent lorsqu'ils voient ça? Parce que c'est pas contemporain, c'est du passé. Est-ce que la réaction est bonne? Bien, c'est sûr que ça frappe l'imaginaire, des objets militaires. On a des mannequins, par exemple, qui sont en uniforme ou avec une cuirasse, comme on a un Champlain, donc dans sa grosse cuirasse de métal et tout, avec des épées. On a des différents projectiles, les boulets de canon. Ça, c'est quelque chose qui, depuis que je suis dans l'histoire des musées, c'est quelque chose qui frappe l'imaginaire, qui attire l'attention à un boulet de canon. Donc, tous ces objets-là, bien, ça captive les gens. C'est pour ça, tout à l'heure, je disais que ça l'intéresse tout le monde, peu importe l'âge. Oui. Donc, c'est sûr que la clientèle scolaire est une bonne clientèle parce qu'en plus, Saint-Jean, c'est une ville militaire, donc son patrimoine militaire est bien démontré là, dans notre musée. Oui, c'est ça. Donc, vous disiez il y a une exposition permanente, une autre temporaire. Peut-être nous parler de ces expositions-là, à commencer par l'exposition permanente. Oui, l'expo permanente, là, c'est comme je vous ai dit, 350 ans d'histoire militaire. On part du début, même on fait un petit survol pour l'occupation des Premières Nations. Puis là, on commence vraiment avec les 4 forts jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à, on va dire, la période du collège. Ça, c'est l'exposition permanente qui est sur 2 étages. Donc, la première étage, est sur la période un peu plus coloniale. Donc, jusqu'à ce que le Canada devienne en 1867 un pays confédéré. Et la deuxième étage, c'est la période plus moderne, donc à partir de 1867 jusqu'à aujourd'hui, avec bien sûr l'occupation du collège comme actuellement. L'exposition temporaire est justement là, sur le siège du Fort Saint-Jean, les 250 ans qu'on a souligné l'année passée. Et encore aujourd'hui, on est en 2026, donc c'est 1776 qui a duré, on va dire, les remaniements entre Britanniques et Américains qui se sont vraiment occupés de manière perpétuelle. Donc, on a une exposition là-dessus, sur le siège. On parle beaucoup aussi de l'aspect naval, parce qu'il faut dire qu'on a vraiment le facteur unique d'avoir un site archéologique subaquatique. Exactement. Mais pour venir au siège, on l'a souligné l'anniversaire l'an passé, mais je pense que peu importe où on est dans notre histoire, c'est un fait marquant de Saint-Jean-sur-Richelieu. Si Saint-Jean-sur-Richelieu est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est un peu beaucoup en raison de cet événement qui s'est passé. Donc, il faut accorder de l'importance à cet événement là, qui s'est déroulé. Absolument. Puis, ça a été décisif dans l'histoire de notre pays, même des États-Unis, parce que tenir un fort 46 jours, c'est ce qui a permis à Québec de gagner du temps et de se préparer au siège américain qui est arrivé trop tard dans la saison, en novembre-décembre. Et là, il commençait à faire froid. L'hiver est arrivé et ça a complètement gâché les plans des Américains. Donc, le siège du Fort Saint-Jean a vraiment ralenti l'avancée américaine, ce qui a vraiment été décisif. Quelqu'un m'a dit sur le plateau que sans ce siège, on serait probablement déjà le 51e État des États-Unis. Exactement. Donc, ça serait un univers alternatif si ça n'avait pas été des hommes qui ont protégé le Fort Saint-Jean. Oui, c'est ça. Donc, si on exclut donc ce siège-là, qu'est-ce que vous diriez aux gens, d'autres épisodes marquants de notre histoire militaire ici, ce serait quoi? Bien, si je peux me permettre, j'aimerais vous parler aussi de l'histoire navale importante du site. Donc oui, on parle de fort, le Fort Saint-Jean, mais on est aussi un chantier naval. Donc les Français ont construit des navires à partir justement du deuxième fort, 1748. Et étant donné qu'on a des rapides juste en haut de la rivière, c'était souvent un problème, en fait, pour aller jusqu'au fleuve Saint-Laurent.
Donc, il y avait souvent les bateaux qui étaient démontés, donc du niveau du fleuve, et qui étaient remontés à Saint-Jean, donc pièce par pièce. C'était le Ikea de l'époque. Donc, c'est vraiment la vertu du chantier naval qu'il y avait ici pour ensuite que les navires puissent aller jusqu'à la mer Champlain. Donc, on a vraiment là, un endroit spécifique où il y a beaucoup de restes, justement, là, de restes de bois œuvré, donc travaillés par l'homme, et qui serait le témoin, en fait, de ce chantier naval-là. Et également, on a bien sûr le vestige d'un navire sous l'eau au niveau du site. Donc, ça, c'est vraiment unique là, au site. Oui. Bon, donc, les gens qui veulent aller au musée, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Est-ce qu'ils doivent se présenter sur le site? Est-ce que ça prend des réservations? Peut-être expliquer aux gens là, oui. Pour organiser une visite. Donc, je dirais pour les groupes de moins de 10 personnes, une famille ou 2 familles ensemble, pas besoin de réservation. Seulement, ne pas oublier de présenter une pièce d'identité à la guérite, donc c'est devenu une obligation pour rentrer sur le site du Collège militaire royal. Mais pas besoin de réservation, vous présentez la guérite, ils vont vous laisser rentrer, ils vont vous diriger même vers le musée et vous allez pouvoir visiter gratuitement. C'est ça qui est vraiment le fun, on est chanceux, notre musée nous permet ça. Donc, gratuitement, vous pourrez visiter les 2 expositions. Puis il va y avoir un guide qui va vous accueillir pour vous expliquer un peu comment est décomposée cette exposition-là. Puis pour les groupes, bien, on prend les réservations. Donc, dans ce cas-là où vous êtes un groupe, bien, je vous invite à réserver soit par téléphone ou sur notre courriel pour justement qu'on vous attribue un guide qui vous fasse vraiment une belle visite commentée au complet. Là. Bon. En terminant, je ne sais pas si c'est quantifiable, mais est-ce qu'il y a beaucoup de gens de l'extérieur qui s'intéressent à l'histoire de Saint-Jean et du fort Saint-Jean en particulier? Oui, absolument. Même que notre saison estivale, là, c'est là où on a le gros de notre clientèle anglophone, à la fois du Canada anglais et aussi même des États-Unis. Ah oui, hein? Oui, absolument. Donc, beaucoup d'Américains sont vraiment, bon, le mot est peut-être fort fanatique, mais ils sont vraiment passionnés. Passionnés, oui. Exactement, de leur histoire. Et souvent, leur histoire, ils la retracent jusqu'ici. Donc, Saint-Jean est sur leur route. Donc, ils arrêtent souvent au musée pour visiter, parler justement de leur généalogie et remonter après ça, visiter d'autres endroits à Montréal ou en Ontario. Oui, parce que surtout, les États au nord, là, qui sont limitrophes au Québec en particulier, bien, leur identité est un peu reliée à ce qui s'est passé à Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui, exactement. Puis il ne faut pas oublier aussi l'exode rural qu'il y a eu là, au 19e siècle. Ouais. Là, beaucoup de populations ont immigré du Canada vers le nord des États-Unis. Donc, beaucoup de gens au nord des États-Unis qui retracent leur généalogie se rendent compte qu'ils ont des ancêtres du Canada français. Oui, il y a beaucoup de noms, comme moi j'ai de la parenté américaine, La Valley par exemple. Voilà. Il y a beaucoup de noms francophones qui ont été anglicisés, exactement. mais qui viennent du Québec, du Canada, et qui se sont exilés vers les États-Unis à cette époque-là. Oui, absolument. Puis même, il y en a, je dirais, le plus fervent, arrive à remonter à des ancêtres qui ont participé aux batailles là, entre les États-Unis et le Canada. Donc, certains là, veulent revenir, on va dire, sur les lieux marquants où leurs ancêtres auraient mené des combats ou auraient passé là, en tant que soldats. En tout cas, si vous voulez en connaître davantage sur l'histoire du Fort Saint-Jean et de Saint-Jean aussi, parce que ça fait vraiment partie de notre histoire, bien, une visite au musée, là, c'est vraiment très bien. Puis des fois, on y retourne plus qu'une fois parce que des fois, dans une première visite, on regarde un peu plus substantiellement, mais on peut s'attarder davantage à une seconde et une troisième visite. Absolument. Puis même, je dirais qu'on a la chance d'avoir une exposition extramuros à l'extérieur des murs parce que le site en soi est magnifique. Oui. Donc, avec tous les objets que vous allez pouvoir chercher, on a une carte, bien sûr, qui vous permet de faire un petit parcours à travers le site, voir les tanks, les canons, etc. Bien, M. Net, merci beaucoup et on invite les gens donc à visiter le musée du Fort Saint-Jean au cours de l'été. Merci beaucoup. Merci à vous, M. Tremblay. On fait une pause et on vient tout de suite après. À tous les mois, écoutez Dans l'œil de Miss Ray et rencontrez des artistes et des organismes qui contribuent à la diversité culturelle de notre belle région. Ensemble, nous gardons l'art vivant. À tous les lundis, 18h30, sur les ondes de TVHR. Vous êtes un adepte du bingo? Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez l'un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site Internet tvhr9.com.
Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30, Télé Bingo. Ma prochaine invitée a participé à une mission d'observation pour l'éducation préscolaire. Ça se passait en Chine. Elle était membre de la délégation de l'Organisation mondiale de la petite enfance. Elle est directrice d'ailleurs de Centre de la petite enfance. Vous la connaissez parce qu'elle a été candidate à la dernière élection municipale. Il s'agit de Mme Mélanie Gauthier. Mme Gauthier, bonjour. Bonjour, M. Tremblay. Vous allez bien? Très bien. Vous-même? Ça va super bien. Bon. Alors, c'était au mois d'avril. C'était le mois dernier. Ouais. C'était en Chine. Donc, parlez-nous d'abord de l'organisation, là, Ouais. en tant que telle. Bien, en fait, à la base, ce projet-là était un projet de l'Université du Québec à Montréal avec la participation du professeur titulaire, Madame Manon Boily, qui est aussi présidente de l'Organisation mondiale pour la petite enfance au niveau du Canada, l'OMEP Canada. Et on s'était rencontrés dans un autre contexte, dans le cadre professionnel. Elle était venue visiter notre centre de la petite enfance qui a une approche particulière avec la nature. Elle m'a approchée pour me dire, écoute, on a un projet spécial d'aller en Chine. La Chine, c'est une pédagogie particulière qui s'appelle NG Play, qui est de la pédagogie par le risque. Donc, je vais vous en parler un peu plus tard. Ouais, là. ouais. Mais c'est ça. Donc, elle me dit, est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu as envie de participer? Puis j'ai dit, pourquoi pas? Donc, je me suis inscrite à la maîtrise pour participer à ce cours-là, donc à la maîtrise en éducation, pour me permettre de participer à cette mission-là qui a eu lieu, comme vous disiez, là, en avril dernier en Chine, dans la région de Hangzhou. Dans le fond, c'est principalement à Anji, AINJ, que se sont passées notre mission là-bas. Là. Donc, ça fait quand même quelques temps qu'on vous a approché. Si vous dites que vous avez fait une maîtrise... Je suis en train de faire la maîtrise. Vous êtes en train de la faire, Je là? commence, là. Ouais, Ouais, OK. C'était mon premier cours, là, en fait, pour y participer. D'accord. Ouais. Bon. Expliquez-nous donc ce que c'est. Pourquoi la Chine est reconnue dans ce secteur-là et qu'est-ce que le NG Play exactement? Ouais. En fait, NG Play, c'est une pédagogie, comme je mentionnais tout à l'heure, qui a une approche de la gestion du risque chez l'enfant et de l'approche aussi de la pédagogie par la nature. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on permet aux enfants d'expérimenter, de vivre le risque dans son jeu, particulièrement dans son jeu à l'extérieur. Donc, l'enfant est assez libre de faire ce qu'il veut ou à peu près avec le matériel disponible. Le matériel disponible là-bas, d'abord et avant tout, ce qui n'est pas comparable au Québec du tout, là, OK. c'est les espaces physiques. Là. Les espaces extérieurs sont immenses. Les groupes ou les locaux dans lesquels sont reçus les enfants, c'est immense. Ils ont la place pour jouer, ils ont de la place pour expérimenter plein de choses. Ils ont accès à la nature directe. Donc, ils ont accès à des arbres. Ils ont accès à des modules tout faits en bois. C'est très peu de modules, mais c'est des modules d'escalade principalement. Ouais. Et on va permettre à l'enfant d'expérimenter le risque à travers tout ça. Donc, de ne pas avoir peur de tomber, de prendre des risques dans la vie, de s'aventurer, puis toute la notion d'ingénierie aussi, de construire des choses, parce que les modules sont construits par les enfants. Ouais. Donc, c'est assez impressionnant. Donc, il n'y a pas d'adulte, par exemple, qui va dire à l'enfant « Fais attention, fais pas ça, ne grimpe pas. » C'est tout Jamais. le contraire. Tout le contraire. En fait, on entend même très peu les éducatrices intervenir. On les appelle les teachers. Là-bas, c'est des professeurs. Mais on les entend très, très peu intervenir. Les enfants vont expérimenter. On a vu des enfants sur une balançoire, ce qu'on ne verrait pas au Québec, là, sur une balançoire suspendue à un arbre. Il y était environ 6-7 enfants grimpés là-dessus. Pas de surface absorbante en dessous, mais ils géraient le risque. Ils voyaient que le balançoire se faisait moins bien parce qu'ils étaient plusieurs. Donc là, entre eux se parlaient, négociaient, disaient à un enfant de débarquer. L'enfant débarquait, attendait son tour. On voyait toute une gestion entre eux avec aucune intervention de l'adulte. C'était magique. Là. Bon. Et qu'est-ce que ça amène à l'enfant, ce principe-là, en fait, le NG Play? Qu'est-ce que ça amène concrètement? Mais ce que ça apporte concrètement, c'est clairement une confiance. L'enfant se fait confiance, apprend à gérer les difficultés, apprend à gérer les imprévus. Quand il monte des structures de bois, exemple, l'enfant va apprendre à ce que ça, comment elle va se monter, puis si je monte dessus, est-ce qu'il y a un risque que ça tombe? Si ça tombe, comment je peux la reconstruire pour que ça soit plus solide la fois d'après? Parce que c'est un peu ce dont on a été témoin. Donc, l'enfant développe une confiance en soi absolument impressionnante.
centre. Là-bas, ça commence on a vu des groupes à partir de 2 ans. Donc, déjà, on a vu de 2 ans jusqu'à 5-6 ans. Puis déjà, à 5-6 ans, ils étaient très en confiance. On voit très peu les enfants réclamer la présence de l'adulte dans son quotidien. Donc, les enfants vont jouer entre eux, vont s'imaginer des jeux. Il n'y a pas de jeu proprement fait par l'adulte. C'est-à-dire qu'on ne voit pas dans les groupes des poupées, on ne voit pas des maisonnettes préfabriquées, on ne voit pas des objets comme ça. L'enfant fait tout. Oui, l'enfant fabrique tout. Le matériel qui est mis à sa disposition, c'est du matériel qu'on appelle diversifié, libre et diversifié, en fait. Donc, l'enfant peut prendre, je vais prendre un exemple de ce qu'on a vu, des épis de maïs séchés avec des bouts de tissu. Donc, l'enfant s'était construit une poupée à partir de ça et jouait à la poupée à partir de ça, et c'est lui-même qui l'a fabriqué. Après ça, avec des blocs de bois, les enfants pouvaient jouer ils ont fait un spectacle de musique, et c'était tout de l'initiative des enfants. Ils ont fait un spectacle de musique dans lequel chaque enfant avait des instruments différents, mais tous à partir de bois. Donc, il y en a qui jouaient du violon sur un bois, il y en a qui jouaient de la flûte sur un bois, il y en a que le morceau de bois, c'était un micro. Ils ont monté une scène absolument impressionnante de 3 étages sur lesquels les enfants étaient montés dessus pour faire leur spectacle, et par eux-mêmes ont demandé à l'enseignante est-ce que c'était possible d'avoir de la musique pour faire la sonorisation là, extérieure à leur spectacle de musique. Ouais. Est-ce que vous connaissiez NJP? Pas du tout. Non? Moi, je ne connaissais pas du tout. J'ai découvert cette approche-là. Puis évidemment, en allant à cette découverte-là, on ne sait pas à quoi s'attendre. La Chine est un pays qui n'a pas été si visité que ça par l'entièreté des gens. Non. Donc, des milieux comme ça, éducatifs non plus. Donc, on était quand même très privilégiés de pouvoir aller passer une semaine dans ces milieux éducatifs-là, dans lesquels on a vraiment découvert quelque chose de formidable. Au Québec, il y a quand même on est reconnu mondialement pour les centres de la petite enfance et l'éducation préscolaire, mais on avait quand même des choses à apprendre de ça, puis je trouve ça intéressant dans l'optique où nous, exemple, au CPE Franquette-la-Grenouille, où je suis directrice générale, on ouvre une nouvelle installation. Donc, on va souhaiter s'inspirer de cette pédagogie-là pour l'instaurer au Québec. Là. Bon. On peut s'en inspirer, mais est-ce que c'est applicable entièrement ici? Est-ce qu'on a des obstacles? Évidemment qu'on a des obstacles, entre autres la dimension physique des lieux. Malheureusement, on est restreint au niveau de l'espace physique lorsqu'on construit un bâtiment pour un centre de la petite enfance. Il y a des restrictions budgétaires au niveau du gouvernement, ce qui fait qu'on ne peut pas avoir tout à fait les mêmes espaces et les mêmes enjeux à ce niveau-là. Ceci dit, il y a des choses sur lesquelles on peut se baser, de permettre à l'enfant d'innover par lui-même, d'aller chercher, de créer du matériel par lui-même. Ça, c'est tout à fait applicable. Est-ce que ça va être un choc pour les parents et certains enfants? Probablement. Mais déjà, nous, dans certaines de nos installations, on a déjà mis du matériel libre et polyvalent aux enfants pour qu'ils expérimentent. Par contre, on n'a pas retiré l'entièreté des jeux préfabriqués. Là. Mais il ne faut jamais sous-estimer, pas l'intelligence, mais le potentiel créatif. Le potentiel créatif des enfants. Oui. Je vais donner un exemple qui est bien anodin. Là. Mon petit-fils qui a 3 ans voit une branche d'arbre et pour lui, c'est une barrière de train. Alors, complètement. Grand-papa, arrête là, tchou, tchou, tchou. Puis là, exactement. Donc, c'est très applicable. Demander à un enfant de prendre un objet et de le transformer pour faire d'autres choses, ce ne serait pas si difficile que ça à appliquer. Pour les enfants, absolument pas. Absolument pas. On le voit d'ailleurs déjà dans nos milieux. Il y a des milieux qui utilisent la pédagogie par la nature, dont Franquette-la-Grenouille. Et on voit les enfants qui vont utiliser leur environnement, ce soit un carré de sable, la terre, du gazon, des feuilles, pour faire n'importe quoi. Là. Ça peut devenir une soupe, ça peut devenir un chemin routier, ça peut devenir plein de choses. On a des pneus, nous, dans notre cours. Les pneus servent de trampoline, les pneus servent de roues, les pneus servent de cachette, les pneus servent de tout ce qu'on veut. Là. Dans le fond, l'enfant est quand même a ce potentiel-là. Puis je pense que comme adulte, on a cette responsabilité-là de leur redonner leur potentiel et de les mettre en situation justement d'apprentissage parce que ça a tout un effet bénéfique au niveau de l'ingénierie. Puis je crois que éventuellement, dans le futur, bien, ça donne un potentiel créatif
à l'humain là, de façon importante. En fait, ce que ça évite, c'est d'accumuler des jouets, par exemple, qui ne servent que 2-3 semaines, puis qu'après ça, l'enfant ne joue plus avec. Donc, à la base, ils n'ont pas de jouets, ils ont des objets qui peuvent se servir pour justement développer cet aspect-là. Oui. Puis il y a aussi toute la relation avec l'éducatrice qui est assez particulière. Comme je disais, en fait, l'éducatrice intervient très peu, mais elle est très présente. Tout est documenté de la part de l'éducatrice, soit par caméra. Dans le fond, ils vont filmer les enfants au quotidien. Ils vont reprendre ça dans la journée avec l'enfant pour que l'enfant puisse analyser les bons et les moins bons coups qui s'est passé. Et ils vont échanger entre eux, sans l'intervention de l'adulte, sur l'activité qui s'est passée ou la situation qui s'est passée. Ils documentent aussi beaucoup par le dessin. Et au lieu de... Bien, on a une pratique dans les centres de la petite enfance qui est d'avoir un journal de base. C'est un journal de communication avec les parents dans lequel on va inscrire comment s'est passée la journée de l'enfant. Dans leur façon de fonctionner à eux, c'est vraiment l'enfant qui va nommer un moment particulier de sa journée qu'il a envie de partager. Donc, il va lui nommer. Et peu importe si le discours est un peu décousu, parce qu'on sait que des fois, les discours des enfants de 2 à 3, 4 ans peuvent être un peu décousus, mais dans son imaginaire, c'est concret, bien, elle va vraiment noter exactement ce que l'enfant a mentionné. Puis, nous, on peut avoir observé comme adulte qui a travaillé fort à jouer avec une poupée, mais pour lui, son moment marquant de la journée, c'est d'avoir échangé avec un ami dans la cour pour telle et telle raison. Donc, on va mettre l'enfant de l'avant de façon assez marquante là, dans cette pédagogie-là. Okay. Donc, ça, ce n'est pas encore appliqué au Canada, ce système-là. Non. Mais vous souhaiteriez parce que ça va venir des gouvernements, parce que ça va venir des subventions pour aider les centres de la petite enfance, mais vous souhaiteriez que ce soit appliqué ici. Oui. En fait, on veut apporter des choses concrètes dans les milieux de garde et dans les milieux préscolaires aussi, parce que dans cette mission-là, on était quand même 8 qui participaient. Il y avait l'enseignante titulaire, il y avait une professionnelle chercheuse, mais on était aussi 6 étudiantes là, qui travaillent soit dans les centres de la petite enfance ou dans les milieux d'enseignement préscolaire. Donc, on a aussi participé par le fait même à ça à l'ACFAS, qui est l'Association canadienne pour la recherche scientifique, dans laquelle on a pu partager notre expérience et qui a suscité beaucoup d'intérêt de la part des chercheurs. Et aussi, bien là, on est invité, on attend des nouvelles de ça, mais en Afrique pour partager notre expérience là, lors d'un congrès scientifique sur la recherche de la petite enfance aussi. Là. Mme Gauthier, merci beaucoup d'être venue nous en parler. C'était fort intéressant. On va espérer que ce soit appliqué parce que c'est pour les enfants, c'est vraiment extraordinaire. Oui, merci. Ça complète cette édition de la Tribune TVHR. Merci beaucoup d'avoir été là. Bon week-end, mesdames et messieurs. À la prochaine. Au revoir.